que se passe-t-il vraiment dans un cercueil après l'enterrement? Le silence pourrait-il être plus profond que ce que nous avons jamais osé imaginer? Depuis des siècles, la mort est entourée de mystères, enveloppée de peur et souvent évoquée à voix basse. Elle représente l'inconnu ultime, le seul voyage auquel tout être vivant sera inévitablement confronté. Pourtant, malgré toutes nos avancées technologiques et nos percées scientifiques remarquables, la nature exacte de ce qui se passe sous la surface de la Terre après l'enterrement reste une énigme persistante, à laquelle la plupart d'entre nous évitent d'être confrontés. Mais que se passerait-il si l'obscurité d'un cercueil cachait plus que la simple décomposition? Et si la mort elle-même détenait des secrets si profonds qu'ils pourraient remodeler tout ce que nous pensons savoir sur la vie? Ce soir, nous nous embarquons pour un voyage visant à résoudre l'une des questions les plus troublantes de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une histoire de fantôme ou d'une œuvre de fiction, mais d'une exploration de la réalité elle-même. Les réponses que nous découvrirons peuvent persister dans vos pensées bien après la fin de la nuit, remettant en question vos croyances les plus fondamentales. Imaginez un cimetière paisible, la terre fraîchement remuée et le doux murmure du vent caressant les arbres. Sous le sol, un cercueil repose en silence. Et si ce silence n'était qu'une illusion? Et si, en ce moment même, sous la surface, se produisait dans cet espace confiné bien plus de choses que nous n'avons jamais osé imaginer? Cette question ne met pas seulement à l'épreuve notre compréhension de la biologie et de la physique. Elle touche au cœur même de nos croyances sur la vie, la mort et ce qui pourrait se trouver au-delà. Pour un groupe de scientifiques courageux, cette question a transcendé la simple curiosité, elle est devenue une obsession dévorante. À une époque où la science repousse sans relâche les limites de ce que nous comprenons, un groupe de chercheurs a osé s'aventurer dans le royaume de l'impensable. Leur proposition était aussi audacieuse que révolutionnaire, installer une caméra à l'intérieur d'un cercueil et observer, pour la première fois, ce qui se passe réellement après l'enterrement. Pour beaucoup, cette idée était profondément troublante, voire grotesque. Les critiques ont qualifié ce projet de profanation des morts, d'insulte à l'ordre naturel et de violation des limites éthiques et morales. Les chefs religieux ont condamné ce projet comme un sacrilège, avertissant qu'il pourrait déclencher des forces dépassant la compréhension humaine. Les forums en ligne ont été inondés d'un mélange d'indignation, de peur et, dans certains recoins plus sombres, de curiosité morbide. Malgré les réactions négatives, les scientifiques sont restés déterminés. Leur raisonnement était simple, les avancées les plus profondes de l'humanité ont toujours émergé du courage de poser des questions que d'autres ont trop peur d'explorer. Nous ne sommes pas ici pour déshonorer les morts, a déclaré le docteur Elana Hartmann, chercheuse principale du projet et anthropologue respectée. Notre objectif est de percer un mystère qui nous a été caché pendant des millénaires, un mystère qui se trouve au cœur même de ce que signifie être humain. Le projet, cependant, n'a pas été sans obstacles considérables. Obtenir un financement a été un défi monumental, car la plupart des institutions ont refusé de risquer leur réputation en s'associant à quelque chose d'aussi controversé. Les comités d'éthique ont été déchirés, ont passé des mois à délibérer, à se débattre avec les inquiétudes concernant la moralité de l'expérience et les conséquences psychologiques qu'elle pourrait avoir sur les personnes impliquées. Cette expérience était-elle la clé pour accéder à des connaissances profondes ou ouvrait-elle une porte qui devait rester fermement fermée? Cela valait-il la peine de prendre le risque de s'aventurer dans un territoire aussi inexploré et troublant? Les questions étaient aussi complexes et troublantes que le sujet lui-même. Les débats ont fait rage, intenses et acharnés, mais en fin de compte, la curiosité a pris le dessus. L'équipe de recherche a obtenu une subvention privée d'un bienfaiteur anonyme, dont les motivations étaient aussi insaisissables que l'expérience elle-même. Cette source de financement mystérieuse leur a permis de poursuivre leur projet, mais elle a également renforcé l'incertitude qui l'entourait. Alors que l'ambitieuse entreprise commençait à prendre forme, l'équipe a dû faire face à un défi encore plus redoutable, trouver un volontaire. Il ne s'agissait pas d'une expérience de laboratoire conventionnelle, il fallait un sujet humain, quelqu'un d'assez courageux pour être enterré avec la caméra, pour faire partie de la question même à laquelle il cherchait à répondre. Les obstacles logistiques étaient immenses. La caméra devait supporter des conditions extrêmes, l'obscurité totale, la pression écrasante de la terre au-dessus et la décomposition inévitable d'un corps après l'enterrement.
Mais l'obstacle le plus redoutable était psychologique. Qui pouvait se porter volontaire pour un destin aussi inimaginable? Qui pouvait affronter la peur la plus profonde et permettre à ces derniers instants de devenir l'objet d'une observation scientifique? La question restait en suspens jusqu'à ce que, de manière inattendue, James Porter se manifeste, un homme dont le nom allait bientôt être lié de manière indélébile à l'une des expériences les plus effrayantes et controversées de l'ère moderne. Avant de nous plonger dans son histoire, il convient de considérer les implications plus profondes de ce que les scientifiques s'apprêtaient à entreprendre. Installer une caméra à l'intérieur d'un cercueil n'était pas seulement un défi technique, c'était un saut philosophique profond. Cette expérience représentait un pas en territoire inconnu, une plongée audacieuse dans l'inconnu qui pouvait soit révéler des vérités longtemps cachées sur la mort, soit susciter des questions bien plus sombres que quiconque ne l'avait anticipé. Êtes-vous prêt à les suivre dans cet abîme? À être témoin de ce qui se trouve au-delà du voile, là où la science entre en collision avec le surnaturel et où la raison commence à s'effondrer sous le poids de l'inexplicable? Préparez-vous, car ce qui suit pourrait vous faire froid dans le dos. James Porter n'était pas un homme extraordinaire au sens traditionnel du terme. Il n'était ni une célébrité, ni un érudit, ni une personne acclamée par le public. Il ne possédait pas de diplôme d'études supérieures ni de renommée particulière. Pourtant, lorsque son nom a émergé comme volontaire pour cette expérience scientifique controversée, le monde a soudainement su exactement qui il était. À 47 ans, James était père de 2 enfants, bibliothécaire à la retraite d'une ville tranquille du Midwest. Sa vie avait été marquée par la simplicité et le contentement, le rythme régulier de la vie de famille, l'amour des livres et les joies paisibles du jardinage. Mais l'histoire de James avait pris une tournure dévastatrice. On lui avait diagnostiqué une forme agressive de cancer, qui ne lui laissait que quelques mois à vivre. Lorsque les chercheurs l'ont contacté pour la première fois, ils l'ont fait avec beaucoup de sensibilité, comprenant que leur demande était différente de tout ce qu'on lui avait demandé auparavant. Ils ont expliqué soigneusement les détails du projet, sachant que ce serait une décision qui changerait à jamais son héritage. James a écouté attentivement, son attitude calme et inébranlable. Il n'y avait aucune peur visible, aucune hésitation. Au lieu de cela, il leur a posé une question simple, pourquoi moi? La réponse qu'ils ont donnée était à la fois pratique et profondément philosophique. L'état de James, expliquèrent-ils, leur offrait une occasion rare de documenter le processus d'enterrement d'un point de vue qui n'avait jamais été saisi auparavant. Sa mort imminente, combinée à sa volonté de participer, faisait de lui le candidat idéal. Mais au-delà de l'aspect pratique, il y avait quelque chose dans son acceptation silencieuse de son destin, un sentiment de paix avec sa mortalité ou qui faisait de lui plus qu'un simple sujet. James n'était pas seulement un participant à l'expérience, à bien des égards, il en était l'âme même. Toutefois, tout le monde dans la vie de James ne partageait pas son acceptation. Sa femme, Margaret, fut dévastée lorsqu'elle entendit parler de la proposition pour la première fois. Son chagrin se déversa par vagues alors qu'elle s'efforçait de comprendre l'idée que son mari fasse partie d'un projet aussi controversé et troublant. « C'est de la folie », dit Margaret d'une voix brisée, les yeux rouges de larmes. « Tu n'es pas une expérience scientifique, samedi. Tu es mon mari, leur père. » Leurs enfants, encore sous le choc de la douloureuse réalité de la perte de leur père, avaient du mal à comprendre l'idée. Pour eux, cette proposition était cruelle, une complication inutile du chagrin qu'ils enduraient déjà. Comment leur père pouvait-il faire partie de quelque chose d'aussi déstabilisant, d'aussi impersonnel, à la fin de sa vie? Mais James voyait les choses différemment. Margaret, dit-il doucement un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur porche, regardant le soleil disparaître à l'horizon, peignant le ciel de nuances éclatantes d'orange et de rouge, c'est quelque chose que je peux donner en retour. J'ai toujours pensé que la connaissance est le cadeau le plus puissant que nous puissions laisser derrière nous. Si je peux aider à répondre à une seule petite question sur ce qui se passera après notre départ, alors ma vie ou ma mort aura signifié quelque chose de plus. La conversation s'est prolongée jusqu'à tard dans la soirée, entrecoupée de larmes, de colère et, finalement, d'une compréhension silencieuse et réticente. Margaret n'était pas d'accord, pas totalement, mais elle comprenait le besoin de son mari de donner un sens à sa mortalité de cette façon.
Elle n'était pas obligée d'approuver, mais elle respectait son choix. Et donc, le cœur lourd et le poids tacite de l'amour et de la résignation, James a reçu la bénédiction réticente de sa famille pour procéder à l'expérience. Les préparatifs ont commencé presque immédiatement. Les chercheurs étaient déterminés à rendre chaque détail parfait, conscients que les yeux du monde seraient rivés sur ce projet sans précédent. James a subi une série d'examens médicaux, non pas pour prolonger sa vie, mais pour s'assurer que l'expérience puisse se dérouler comme prévu. Chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'un moment qui signifierait à la fois une fin et un nouveau départ, un moment que personne ne pouvait encore pleinement comprendre. Le cercueil lui-même était une merveille d'ingénierie. En apparence, il semblait aussi banal que n'importe quelle autre, une simple boîte en bois avec des poignées en laiton, sobre et humble, exactement comme James l'avait demandé. Pourtant, à l'intérieur, il contenait une technologie de pointe, conçue pour capturer tous les détails possibles. Une petite caméra haute définition a été installée à une extrémité, conçue pour détecter le moindre mouvement dans l'espace clos. Elle était accompagnée d'une série de capteurs pour mesurer la température, la pression et le son, chaque variable étant méticuleusement prise en compte pour s'assurer qu'aucun phénomène ne puisse être écarté comme un hasard. Enfin, le jour de l'enterrement est arrivé, sous un ciel épais et menaçant de pluie. Les nuages étaient lourds, jetant une ombre sur les événements. La famille de James et quelques amis proches se réunirent au cimetière pour une petite cérémonie privée. Malgré la nature extraordinaire de l'expérience, les funérailles elles-mêmes furent d'une banalité déchirante. Margaret se tenait au bord de la tombe, tenant un bouquet de lys, le visage pâle et marqué par le chagrin. Les enfants de James se tenaient à côté d'elle, les yeux rouges et gonflés, le poids de leur chagrin trop lourd à porter. Les larmes qu'ils avaient versées les jours précédant ce moment étaient épuisées, les laissant muets et creux. James, allongé dans son cercueil, semblait serein, comme en paix avec la vie qu'il avait vécue et la mort qu'il allait affronter. Il portait son pull préféré, un vêtement doux et usé que Margaret avait tricoté avec amour pour lui des années auparavant. À l'intérieur du cercueil, la caméra avait déjà été activée, sa petite lumière rouge à peine visible dans la pénombre. Alors que le couvercle était lentement abaissé, l'air semblait devenir plus lourd, rempli de la tension silencieuse et du chagrin qui les entourait. C'était le dernier moment où quelqu'un verrait James sous sa forme vivante. L'enterrement fut à la fois solennel et clinique. Le cercueil descendit dans la tombe fraîchement creusée, le bruit des cordes glissant sur le bois coupant le silence. Quelques pelletées de terre furent jetées cérémonieusement sur le cercueil, mais la majeure partie de la tombe fut comblée par des machines, leur bourdonnement résonnant comme un battement de cœur mécanique dans l'air lourd. Les scientifiques surveillèrent de près chaque étape du processus d'enterrement. Chaque couche de sol fut mesurée avec un soin méticuleux, garantissant que les conditions à l'intérieur du cercueil resteraient aussi réalistes que possible. Ce n'était pas juste une autre expérience, c'était l'aboutissement de mois de préparation et d'années de spéculation. L'équipe se tenait prête, leur visage un mélange d'anticipation, de doute et de malaise. Ce dans quoi ils se lançaient n'était pas seulement une enquête scientifique, c'était un voyage inexploré dans l'inconnu. Cette expérience pouvait soit apporter des réponses révolutionnaires, soit ouvrir des portes qu'ils n'étaient pas prêts à fermer. Alors que la dernière couche de terre était doucement lissée sur la tombe, un étrange et profond silence s'installa sur le cimetière. La famille était partie, leur chagrin trop vif pour être exprimé par des mots. Seuls les scientifiques étaient restés, debout dans un silence respectueux à côté de la technologie qui reliait désormais le monde des vivants au royaume des morts. À cet instant, le poids de ce qu'ils avaient fait et de ce qu'ils essayaient de comprendre devint presque étouffant. Quelque part sous terre, James Porter gisait dans son cercueil, l'objectif de l'appareil photo braqué sur l'obscurité, prêt à capturer ce qui pourrait se passer ensuite. Pour l'instant, cependant, il n'y avait que le silence. Au cours des heures qui suivirent, la caméra ne révéla rien d'autre que le passage silencieux du temps. L'intérieur du cercueil, faiblement éclairé par une lumière infrarouge, était visible dans les moindres détails. La texture du bois, les plis souples du pull de James et le léger soulèvement et abaissement de sa poitrine alors que les derniers processus de son corps se déroulaient étaient tous clairement visibles. La pièce où les scientifiques surveillaient la vidéo était étrangement silencieuse,
à l'exception du bourdonnement de l'équipement et des murmures occasionnels de conversation à voix basse. Il s'était préparé à une observation sans incident. Après tout, l'expérience visait autant à étudier l'absence d'activité qu'à découvrir des phénomènes cachés. Au fil des heures, l'atmosphère passa d'une anticipation tendue à un sombre sentiment de routine. Les scientifiques remarquèrent le refroidissement progressif de l'intérieur du cercueil et les faibles bruits de sol mouvant alors que la terre autour du cercueil se mettait en place. Il s'agissait d'événements attendus, faciles à expliquer et à répertorier. À la 10e heure, certains membres de l'équipe commencèrent à se détendre. Les conversations devinrent plus décontractées, le ton s'éclaircissant tandis qu'ils commençaient à se demander à haute voix si l'expérience donnerait des résultats vraiment remarquables. Peut-être que l'absence de changement était la découverte elle-même. Puis, exactement au bout de 11 heures, un léger bruit de tapotement se fit entendre, coupant le silence comme un murmure provenant du cercueil. Au début, il était si faible qu'un seul des techniciens le remarqua. « Est-ce que quelqu'un a entendu ça ?» demanda-t-il, sa voix tranchant le murmure bas de la pièce. La conversation s'éteignit instantanément lorsque tout le monde se tourna vers le flux audio. Le son était à nouveau là faible, rythmé, comme des phalanges qui tapent doucement sur du bois. Le premier instinct de l'équipe était de l'ignorer. Peut-être s'agissait-il simplement du bruit du sol qui bougeait, ou de l'affaissement naturel du cercueil dans son lit de terre. Mais au fil des minutes, le tapotement devint plus fort, plus délibéré. Ce n'était pas le bruit du déplacement de la terre, il semblait résonner à l'intérieur du cercueil lui-même, comme si quelque chose ou quelqu'un entrait en contact avec le couvercle en bois. Les scientifiques échangèrent des regards inquiets, leurs visages se crispant d'inquiétude. « Ce n'est probablement rien, » dit le docteur Hartmann, sa voix calme mais son expression révélant l'anxiété qu'elle ne pouvait cacher. « Surveillons cela de près et voyons si cela continue. » Mais alors même qu'elle parlait, le son persistait, devenant de plus en plus distinct. Quelque chose remuait dans les profondeurs de la terre. Le tapotement persista pendant encore 20 minutes avant de s'arrêter soudainement, laissant derrière lui un silence troublant. Pendant un moment, rien ne se passa. Les scientifiques restèrent assis dans une anticipation tendue, leurs esprits s'emballant, mais ils ne pouvaient se débarrasser de la sensation rampante de quelque chose qui dépassait de loin leur compréhension. Ils recommencèrent à spéculer, à chercher des explications logiques, à s'accrocher à des brins de paille pour donner un sens aux sons inexplicables. Serait-ce le sol qui bougeait? Le poids de la terre qui pressait contre le cercueil? Ou peut-être un dysfonctionnement mécanique de l'équipement? Mais juste au moment où leurs pensées rationnelles commençaient à reprendre le dessus, la caméra capta quelque chose d'impossible à ignorer. Les plis du pull de James, restés parfaitement immobiles pendant des heures, commencèrent à bouger. Au début, c'était subtil, presque imperceptible, juste une légère altération du tissu, comme si une légère brise avait traversé le cercueil. Mais il n'y avait pas de vent à l'intérieur de cette boîte sombre et fermée. Le mouvement s'intensifia, devenant plus prononcé au fil des secondes. Le pull ondulait, comme si des doigts invisibles le frôlaient. Un léger bruissement s'ensuivit, si faible qu'on aurait pu le prendre pour un tour de passe-passe si le microphone ne l'avait pas capté clairement et l'avait diffusé par les haut-parleurs de la salle d'observation. Le son était troublant, presque contre nature, comme si le tissu lui-même était vivant, perturbé par une force invisible. « Est-ce qu'il y a quelque chose avec lui là-dedans ?» chuchota l'un des scientifiques, sa voix à peine audible, comme si parler plus fort risquait de provoquer ce qui remuait à l'intérieur du cercueil. Avant que quiconque puisse répondre, un nouveau phénomène apparut sur la vidéo. Une faible empreinte commença à se former sur la doublure en tissu du cercueil. Elle était informe au début, juste une vague dépression dans le matériau souple. Mais alors que l'équipe regardait avec horreur, l'empreinte commença à se solidifier, devenant plus définie, plus indubitable. Cela ressemblait à une main ou une forme indubitable de doigts appuyant contre l'intérieur du tissu, comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de se libérer de l'intérieur. La pièce explosa dans le chaos. Les scientifiques se bousculèrent pour expliquer l'impossible. « C'est juste la pression du sol », insista l'un d'eux, bien que sa voix tremblait de doute. « Peut-être que la caméra détecte des distorsions », suggéra un autre,
mais la clarté de l'image sur l'écran ne laissait aucune place à de telles explications. Comme pour écarter leur rationalisation, l'empreinte de main disparut aussi soudainement qu'elle était apparue. Le tissu de l'intérieur du cercueil se lissa, ne laissant aucune trace de l'empreinte terrifiante. Pendant un long moment, la pièce resta silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement des machines. Les scientifiques fixèrent l'écran, incertains de ce qu'ils venaient d'observer, s'efforçant de trouver une explication plausible. Mais rien ne vint. Et puis, elle apparut. Une ombre. Au début, c'était subtil ou juste un scintillement dans la faible lumière du cercueil, un changement à peine perceptible dans l'environnement. Mais à mesure que les scientifiques ajustaient le flux, elle devint plus claire, une forme sombre et informe se déplaçant lentement à travers l'image. Cela ne ressemblait à rien d'humain, pas même de loin. C'était comme de la fumée, mais plus dense, plus lourde, se déplaçant avec détermination plutôt que de dériver sans but. L'ombre se déplaça sur la forme immobile de James, s'arrêtant un bref instant étrange près de son visage avant de se dissiper dans l'obscurité. La forme ne ressemblait à rien de ce qu'il pouvait expliquer, et la salle était remplie d'un sentiment de malaise qu'aucune formation scientifique ne pouvait atténuer. « Est-ce que nous voyons tous cela ?» demanda le docteur Hartmann, sa voix tremblant de panique contrôlée, l'autorité calme qu'elle avait conservée tout au long de l'expérience craquant maintenant sous le poids de ce qui se déroulait. L'équipe hocha la tête en signe d'accord silencieux, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre tandis qu'ils regardaient l'écran, trop effrayés pour détourner le regard. Aucun d'entre eux ne parla, comme si briser le silence rendrait d'une manière ou d'une autre le cauchemar dont ils étaient témoins plus réel. La tension dans la salle était palpable où tout le monde était à cran, comme si l'air lui-même s'était épaissi de peur. Les scientifiques, qui étaient formés pour rester objectifs et analytiques, se retrouvaient maintenant aux prises avec quelque chose qui dépassait de loin leur compréhension. Ils s'étaient mis en tête d'observer les processus naturels de la mort ou de la décomposition biologique, mais ce dont ils étaient témoins n'était pas seulement biologique, c'était autre chose, quelque chose d'inexplicable. Leurs esprits rationnels s'efforçaient de mettre de l'ordre dans le chaos, mais le sentiment grandissant de terreur dans la pièce le montrait clairement, ce n'était plus seulement une expérience. C'était quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui défiait toute logique et toute compréhension. Les frontières entre les vivants et les morts commençaient à s'estomper, et personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. Au fil des heures, les phénomènes devinrent plus fréquents, plus intenses et bien plus troublants. Les légers tapotements, qui avaient déjà provoqué un malaise, revinrent, cette fois accompagnés de faibles chuchotements indistincts. L'équipement audio, s'efforçant de capter les sons, parvenait à peine à donner un sens aux murmures. Ce n'étaient pas des mots clairs mais des sons haletants et décousus qui transmettaient un sentiment d'urgence, comme un appel désespéré ou un avertissement. Les chuchotements semblaient flotter dans l'air, vivants à part entière, mais impossibles à saisir pleinement. Puis, sans prévenir, le flux de la caméra vacilla. La salle d'observation plongea dans l'obscurité totale. Un halètement collectif emplit l'espace avant que le flux ne se stabilise, apportant avec lui une vague de terreur froide. Lorsque l'image s'éclaircit, les scientifiques furent horrifiés de voir que le corps de James avait bougé subtilement, mais indéniablement. Sa tête, qui reposait doucement sur l'oreiller, était maintenant inclinée à un angle anormal, son visage tourné vers la caméra. Ses yeux restèrent fermés, mais il y avait quelque chose dans son expression, un léger et étrange changement dans la façon dont son visage reposait qui envoya un frisson de malaise dans le dos de toutes les personnes présentes dans la pièce. C'était comme si ses traits contenaient une étrange conscience, une étrange reconnaissance, qui rendait l'air autour d'eux soudainement lourd et oppressant. Pendant un bref instant, il sembla presque les regarder. La pièce semblait plus froide, l'espace entre les vivants et les morts s'étirant de manière inquiétante. Alors que l'horloge approchait de la barre des 24 heures, l'équipe ne pouvait plus nier la vérité de ce qu'elle était en train d'observer. Les frontières entre le naturel et le surnaturel s'étaient estompées au point d'être méconnaissables. Ils étaient entrés dans un espace où la logique et la science vacillaient, et ils étaient impuissants à expliquer l'impossible. La tension dans la pièce devint suffocante, l'air épais de peur et d'anticipation, comme s'il se tenait au bord du précipice de quelque chose de bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé.
Alors qu'ils commençaient à se demander s'ils voyaient des choses, l'événement suivant se produisit, quelque chose de si incroyable qu'il menaçait de briser leur perception de la réalité. Tout commença par de la brume. Au début, elle était à peine perceptible, juste une brume légère, presque imperceptible rampant le long des bords du cadre de la caméra. Les scientifiques, avec leur esprit méthodique, pensèrent d'abord qu'il pouvait s'agir du résultat de la condensation, un sous-produit de l'environnement scellé à l'intérieur du cercueil. Mais au fil des minutes, la brume ne se dissipa pas. Elle s'épaissit. La brume s'est étendue, sa présence devenant indéniable. La brume s'est formée en vrille, se tordant et se déplaçant comme guidée par une force invisible. Ce n'était pas simplement de la vapeur ou de la condensation. Cette brume se comportait différemment, de manière anormale. Elle est devenue plus dense, plus substantielle, rassemblant de la masse comme si elle avait un but propre. Son mouvement portait un rythme étrange, pulsant faiblement, presque comme un battement de cœur à l'intérieur du cercueil, un bourdonnement lent, délibéré et troublant. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» chuchota l'un des techniciens, sa voix basse d'incrédulité, la question persistant dans l'air comme un défi à l'inexplicable. Mais personne n'avait de réponse. Tous les yeux étaient rivés sur l'écran, rivés sur le spectacle qui se déroulait. La brume commença à prendre forme. C'était subtil au début, un nuage vague et amorphe qui semblait planer juste au-dessus du corps de James. Mais ensuite, il commença à se solidifier, prenant progressivement une forme plus reconnaissable. Des épaules, des bras et une tête commencèrent à se matérialiser, même s'ils n'étaient pas complètement formés. Il ressemblait plutôt à de faibles suggestions ou des contours flous, comme une sculpture inachevée. La silhouette avait incontestablement une forme humanoïde, mais elle ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient jamais vu. La silhouette planait au-dessus de James, sa présence impossible à ignorer. La pièce, autrefois remplie du bourdonnement des conversations tranquilles et du cliquetis des claviers, était maintenant complètement silencieuse. Le seul bruit était le bourdonnement doux et régulier des équipements, enregistrant chaque seconde de cette vision extraordinaire. L'équipe était assise, figée, incertaine de ce qu'elle devait faire, luttant pour comprendre ce qu'elle voyait. Et puis, le son est arrivé. Au début, il était presque inaudible, un bourdonnement bas et résonnant qui semblait émaner de la brume elle-même. C'était un son qui ne ressemblait à rien de ce que les scientifiques avaient rencontré, une vibration profonde qui résonnait dans les haut-parleurs et semblait pénétrer jusqu'à leurs os. Le bourdonnement s'amplifia, résonnant dans la salle d'observation avec une qualité surnaturelle qui leur fit dresser les cheveux sur la nuque. Mais ce n'était pas seulement un son. C'était une sensation ou une vibration tangible et profonde qui résonnait dans l'air et dans leur corps. La sensation était écrasante, troublante d'une manière qu'aucun son ordinaire ne pourrait jamais l'être. Le bourdonnement semblait pulser avec intention, son rythme lent et délibéré, comme un battement de cœur provenant des profondeurs même de quelque chose d'ancien et d'insondable. À cet instant, la pièce fut remplie d'une présence oppressante, un sentiment qu'il n'observait plus le monde naturel, mais qu'il se tenait plutôt au seuil de quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qu'il n'aurait jamais pu anticiper. La frontière entre la vie et la mort s'était dissoute, et ce qui se déroulait devant eux semblait être à la fois une révélation et un avertissement. Soudain, la silhouette brumeuse bougea. Elle se pencha plus près de James, sa tête vague s'inclinant comme si elle l'observait. Le bourdonnement changea, montant et descendant selon un schéma qui ressemblait presque à un discours, bien qu'aucun mot ne puisse être discerné. Le visage de la silhouette se rapprocha de celui de James, et pendant un bref instant, il sembla que les deux étaient reliés par un fil invisible, quelque chose d'intangible mais indéniablement réel. Puis, aussi brusquement qu'il était apparu, la brume changea à nouveau. Elle commença à se condenser, se rétrécissant jusqu'à ne pas être plus grande qu'un petit orbe pulsant. L'orbe planait directement au-dessus de la poitrine de James, brillant faiblement d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Les scientifiques se penchèrent en avant, retenant leur souffle tandis que l'orbe descendait. Il plana à quelques centimètres au-dessus du corps de James avant de s'enfoncer dans sa poitrine, disparaissant complètement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pendant un moment, rien ne se passa. La caméra montra James allongé immobile,
exactement comme il l'avait été auparavant. Puis, le grattement commença. Le son était dur et soudain, comme des clous qui frottent contre du bois. Il résonna dans la salle d'observation, envoyant des frissons dans le dos de toutes les personnes présentes. Le grattement devint plus fort, plus frénétique. Alors que les scientifiques regardaient avec horreur, des mots commencèrent à apparaître à l'intérieur du couvercle du cercueil, gravés comme par une main invisible. Les mots étaient simples mais effrayants. « Pourquoi suis-je ici ?» Le processus de gravure était visible sur la caméra, chaque lettre apparaissant en temps réel, gravée dans le bois par une force invisible. La question restait en suspens, sans réponse et angoissante. Les scientifiques étaient trop abasourdis pour parler. Leurs esprits s'empressèrent de traiter ce qu'ils voyaient. Ce n'était plus seulement une expérience, c'était une confrontation avec quelque chose qui dépassait leur entendement, quelque chose qui défiait toutes les lois de la nature et de la raison. Alors qu'ils s'efforçaient de donner un sens à la situation, le flux de la caméra vacilla. L'image était déformée, avec des lignes statiques qui coupaient l'écran. Lorsque le flux se stabilisa, le cercueil était vide. Le corps de James avait disparu. La panique éclata dans la salle d'observation. « Vérifiez les capteurs », cria un scientifique, la voix brisée. « Où est-il ? Que se passe-t-il » Les capteurs à l'intérieur du cercueil ne montraient rien d'inhabituel, aucun changement de pression, aucun signe de mouvement, aucune perturbation du sol environnant. C'était comme si James avait tout simplement cessé d'exister. L'équipe s'efforça de trouver des réponses, mais il n'y en avait aucune. Le cercueil était vide, et personne ne pouvait expliquer comment ni pourquoi. Au milieu du chaos, le flux audio crépita. Une seule phrase résonna dans les haut-parleurs, faible mais sans équivoque, « Merci de m'avoir laissé partir ». La voix était celle de James. Les scientifiques se figèrent. La voix était calme, presque sereine, et elle portait un poids qui faisait taire toute autre pensée dans la pièce. C'était la première et la seule fois que James parlait depuis le début de l'expérience, et ses mots laissaient l'équipe avec plus de questions que de réponses. Quelques instants plus tard, le signal fut complètement coupé, plongeant la pièce dans l'obscurité. Lorsque le courant fut rétabli, l'équipement était intact, mais la caméra ne transmettait plus. C'était comme si l'expérience elle-même avait pris fin, comme si les forces en jeu avaient décidé que le temps de l'observation était révolu. Dans les jours qui suivirent, les scientifiques examinèrent les images de manière obsessionnelle, à la recherche d'indices, de modèles, de tout ce qui pourrait expliquer ce dont ils avaient été témoins. Mais aucune analyse ne put résoudre le mystère. Le corps de James ne fut jamais retrouvé. Le cercueil fut exhumé et retrouvé intact, son intérieur intact, à l'exception des mots gravés, « Pourquoi suis-je ici ?» L'équipe a dû se demander ce qu'elle avait pu comprendre de ce qu'elle avait vu. S'agissait-il d'un aperçu de l'au-delà, d'une manifestation de l'esprit de James ou de quelque chose de bien plus étrange, quelque chose que l'humanité n'était pas censée comprendre? L'expérience n'avait répondu à aucune question, mais avait ouvert la porte à un monde de possibilités que personne n'était préparé à affronter. Le docteur Hartman, responsable du projet, n'a pris la parole publiquement qu'une seule fois après la fin de l'expérience. Ces mots étaient d'une simplicité obsédante, certaines questions devraient rester sans réponse. Nous avons vu des choses qui ne peuvent pas être expliquées, et c'est peut-être ainsi que les choses doivent se passer. Les résultats de l'expérience ont été enterrés, au sens propre comme au sens figuré. Les images, les données et le cercueil lui-même ont été scellés, cachés au monde. Mais pour ceux qui y avaient été, le souvenir ne pouvait pas être enterré. Il persistait comme une ombre, un rappel qu'il vaut mieux ne pas déranger certains mystères. Dans les semaines qui ont suivi l'expérience, le laboratoire était un endroit silencieux et sombre. L'équipement était inutilisé, les écrans éteints et les chercheurs évitaient la salle d'observation où ils avaient été témoins d'événements défiant toutes les lois de la nature et de la logique. L'équipe s'est dissoute en silence, chaque membre se retirant dans ses pensées privées, accablé par le poids de ce qu'il avait vu. Aucun d'entre eux n'était plus le même. Certains ont complètement abandonné la science, incapables de concilier leur formation avec les phénomènes inexplicables qu'ils avaient documentés. D'autres sont devenus obsédés,
se penchant sur les images en privé, en quête de réponses qui ne viendraient jamais. Le docteur Hartmann a porté le fardeau le plus lourd. C'était elle qui avait défendu l'expérience, qui avait fait pression pour qu'elle soit approuvée malgré les préoccupations éthiques et les réactions négatives de la société. À présent, elle se retrouvait hantée par les résultats. Elle repassait sans cesse les derniers mots de James dans sa tête, « Merci de m'avoir laissé partir ». Que voulait-il dire? Où était-il allé? Et, peut-être plus effrayant encore, était-il reconnaissant pour ce qu'ils avaient fait ou sa déclaration était-elle une condamnation déguisée en gratitude? Dans une rare interview, le docteur Hartmann a partagé ses réflexions, bien que ses mots soient énigmatiques et troublants. Nous avons décidé de répondre à une question, a-t-elle déclaré, mais ce faisant, nous en avons découvert 1000 autres. J'ai consacré ma vie à comprendre l'expérience humaine, à décortiquer les couches de mystère qui entourent la vie et la mort. Mais maintenant, je me demande si certains mystères sont censés rester intacts. Peut-être que le voile n'existe pas seulement pour obscurcir mais pour protéger. La réaction du public à l'expérience a été aussi polarisée qu'elle l'avait été lors de la première annonce du projet. Les médias du monde entier ont publié des titres sensationnels, l'expérience du cercueil ouvre la porte de l'au-delà et les derniers mots de l'homme laissent les scientifiques sans voix. Les forums en ligne ont éclaté en débat. Certains ont salué l'expérience comme une avancée révolutionnaire vers la compréhension de la métaphysique, tandis que d'autres l'ont dénoncée comme une violation grotesque de la nature et de la dignité humaine. Les théories du complot ont fleuri, avec des allégations allant de la dissimulation gouvernementale à l'accusation selon laquelle l'ensemble du projet était un canular élaboré. Mais les images étaient réelles, et ceux qui les ont vues ne pouvaient nier leur authenticité. Des extraits ont fuité sur Internet, déclenchant une frénésie d'analyse et de spéculation. L'image de la silhouette brumeuse planant au-dessus du corps de James, les mots gravés sur le couvercle du cercueil et le son étrange de sa voix disant « Merci de m'avoir laissé partir », ont fait l'objet d'un examen minutieux sans fin. Les sceptiques ont tenté de démystifier les images, citant des dysfonctionnements de caméra, des illusions d'optique ou une pure fabrication. Mais pour beaucoup, les images étaient trop vives, trop inexplicables pour être ignorées. Malgré la soif de réponse du public, l'enregistrement complet n'a jamais été publié. Les commanditaires de l'expérience, un groupe anonyme dont l'identité reste un mystère, ont scellé les images, les données et le cercueil lui-même dans un lieu sécurisé, inaccessible à quiconque en dehors de leur cercle. Pour les scientifiques impliqués, cette décision a été à la fois un soulagement et une source de frustration. Ils étaient libérés du fardeau de l'examen public, mais aussi privés de la possibilité d'explorer pleinement les implications de leur travail. Le seul élément de preuve qui restait en circulation était la question gravée, « Pourquoi suis-je ici ?» Elle est devenue un cri de ralliement pour les philosophes, les théologiens et les théoriciens de salon. Que signifiait-elle? S'agissait-il d'une question d'angoisse existentielle, d'un appel à la compréhension ou de quelque chose de plus sinistre? Certains l'ont interprété comme une question littérale ou une âme coincée entre la vie et la mort, cherchant des réponses auprès de ceux qui avaient perturbé son repos. D'autres ont cru qu'il s'agissait du reflet de la lutte éternelle de l'humanité pour trouver un sens face à la mortalité. Pour la famille de James, l'expérience a laissé des blessures que le temps a eu du mal à cicatriser. Margaret, sa veuve, a refusé de parler publiquement de l'implication de son mari. Elle est retournée dans leur petite ville du Midwest, où elle a élevé leurs enfants loin de l'attention des médias. En privé, elle a admis à ses amis qu'elle sentait souvent la présence de James dans leur maison ou des aperçus fugaces de lui dans leur reflet, le son de sa voix dans les moments de calme. « Je ne sais pas si c'est mon esprit qui me joue des tours », a-t-elle dit un jour, ou s'il essaie de me dire quelque chose. L'impact le plus profond, cependant, a été sur le public. Les millions de personnes qui ont suivi l'histoire, qui ont débattu de ses implications et se sont débattues avec ces questions sans réponse. L'expérience est devenue plus qu'une simple entreprise scientifique. Elle est devenue un miroir, reflétant les peurs et les curiosités les plus profondes de l'humanité. Elle a forcé les gens à faire face à leur propre mortalité, à s'interroger sur ce qui se trouve au-delà et à envisager la possibilité que certaines réponses soient trop terrifiantes pour être connues. Pour ceux qui ont regardé, les derniers moments de l'expérience sont restés les plus obsédants.
La voix de James, calme et posée, disant « Merci de m'avoir laissé partir ». Que voulait-il dire? Où était-il allé? Et peut-être le plus effrayant, que se serait-il passé s'il n'était allé nulle part du tout? Et si l'expérience avait simplement déplacé la frontière, ouvrant une porte qui ne pourrait jamais être fermée? Lorsque l'histoire de l'expérience a disparu des gros titres, elle a laissé derrière elle un héritage d'incertitude. La question « Pourquoi suis-je ici ?» est restée dans l'esprit de tous ceux qui l'ont rencontré. Un rappel que les plus grands mystères ne sont pas ceux que nous découvrons, mais ceux que nous créons lorsque nous osons regarder au-delà du voile. Pour vous, le public, l'histoire ne s'arrête pas là. Que pensez-vous qu'il s'est passé à l'intérieur de ce cercueil? Était-ce un aperçu de l'au-delà, une distorsion de la réalité ou quelque chose de bien plus étrange que l'un ou l'autre? Pensez-vous que l'humanité devrait continuer à repousser les limites de l'inconnu, ou y a-t-il des questions qu'il vaut mieux laisser sans réponse? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous ce que vous en pensez et rejoignez la conversation. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire avec d'autres personnes prêtes à remettre en question la nature même de l'existence. Après tout, ce n'est pas seulement une histoire. C'est une invitation à explorer les limites de ce que nous savons et à affronter les mystères qui se trouvent juste au-delà de notre portée.